Bonjour, nous sommes heureux de vous présenter cette exposition sur le thème des harkis et des forces supplétives. Nous sommes tous les deux les commissaires scientifiques de cette exposition. Donc, je suis Léonore Pinotto, chef du département des entrées par voie extraordinaire au service historique de la Défense. Je suis donc Abderrahmane Moumen, historien et chargé de mission nationale auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sur l'histoire et les mémoires de la guerre d'Algérie. Donc, cette exposition a été créée conjointement par le service historique de la Défense et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sur le thème des harkis et des forces supplétives, avec comme vraie volonté de mettre en valeur le harki en tant que combattant et de montrer ses actions aux côtés de la France durant la guerre d'Algérie. Ce qui est important de mettre en avant à travers cette exposition, c'est le fait que finalement, aujourd'hui, la guerre d'Algérie traverse l'ensemble de la société française. La guerre d'Algérie et l'ensemble de ses mémoires, l'ensemble de ses acteurs font partie de cette histoire du XXe siècle et du début du XXIe siècle et constituent un des deux traumatismes pour la société française, l'État français et aussi l'État algérien et la société algérienne. Bien entendu, la Seconde Guerre mondiale, premier traumatisme, et second traumatisme, par l'impact que cela a produit pour l'ensemble des populations, il y a bien entendu eu aussi cette guerre d'Algérie. Et revenir finalement sur l'histoire des harkis durant le conflit, c'est revenir sur la complexité de ce conflit qui a bouleversé à la fois la société algérienne, mais aussi la société française. Nous avons voulu, dans cette exposition, présenter les différentes thématiques les plus fortes concernant donc la participation des anciens supplétifs ou des supplétifs à l'époque durant la guerre d'indépendance algérienne. En premier lieu, nous avons voulu montrer la complexité de l'engagement ou de l'enrôlement de ces hommes durant ce conflit. Il faut rappeler une donnée importante, c'est que les harkis ou les supplétifs en général ne sont qu'une composante ou qu'un des acteurs de cette guerre d'Algérie, aux côtés bien entendu des appelés du contingent, des militaires de carrière, des pieds noirs, des nationalistes algériens, qu'ils soient du MNA ou du FLN, et d'autres catégories qui ont participé finalement à ce conflit. Durant la guerre d'Algérie, une grande partie des Algériens, ou la grande majorité d'ailleurs des Algériens, ou des Français de souche nord-africaine, ou des indigènes, ou des musulmans, vous voyez les différents termes qui sont employés pour désigner ces populations, une grande partie vit plutôt dans des espaces ruraux. Ce sont des paysans, ils sont issus de la paysannerie algérienne. Et c'est important de comprendre finalement l'origine de ces hommes qui va finalement nous permettre de saisir les prodromes ou la genèse de leur engagement. La paysannerie algérienne a subi de plein fouet cette guerre d'indépendance. La guerre d'indépendance algérienne, le conflit, les combats se mènent essentiellement dans les zones rurales. Et donc finalement, il y a ce contexte de violence qui va entraîner ces engagements ou ces enrôlements. Il y a finalement aussi cette pauvreté de la paysannerie algérienne qui va faire basculer ces hommes soit du côté de l'armée française, soit du côté du Front de Libération Nationale, le FLN ou l'ALN, l'Armée de Libération Nationale. Et on a ensuite, au niveau de la on fait de la micro-histoire finalement, au niveau des villages, des engagements liés finalement à des considérations d'ordre sécuritaire, protéger sa famille, d'ordre alimentaire, se nourrir. Finalement, la question du choix ne se pose que difficilement. Ces hommes choisissent finalement plutôt de survivre à un conflit qui les a finalement impactés directement. Donc la première partie, c'était de revenir finalement sur les origines, la genèse finalement de leur engagement ou de leur enrôlement. Dans la seconde partie, nous avons souhaité insister finalement sur les missions de ces hommes, car il faut peut-être revenir sur un point important, c'est que le terme de harki est un terme générique, qui désigne en réalité des réalités totalement différentes. Il y a finalement 5 catégories de supplétifs, les Morazni, les groupes d'autodéfense, les ASS, et bien entendu aussi les groupes mobiles de police rurale et bien entendu les harkis. Les harkis ne sont qu'une catégorie
de supplétifs dans l'ensemble de ces formations de supplétifs qui ont été utilisées, employées, qui ont été créées par l'armée française durant la guerre d'indépendance algérienne. Dans une troisième séquence, nous avons donc voulu présenter le quotidien finalement de ces harkis. Ce sont des hommes qui sont parfois jeunes. Il y a eu des engagements ou des enrôlements à l'âge de 16 ans aussi. Vous avez des hommes qui ont été des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre d'Indochine. Vous avez des hommes qui ont été des appelés ou des engagés qui se sont retrouvés ensuite supplétifs de l'armée française. Finalement, on a une diversité aussi de ces hommes, tant dans leur parcours qu'au niveau de leur âge. Vous avez des hommes qui étaient célibataires, d'autres qui étaient mariés. La moitié des anciens supplétifs se marient durant la guerre d'Algérie, ce qui est un marqueur aussi intéressant, puisque cela signifie que d'autres familles acceptent donc que des membres de leur famille se marient avec des supplétifs de l'armée française. Donc il y a peut-être quelque chose d'intéressant lorsqu'on revient sur ce quotidien des harkis. Ce sont des hommes qui sont totalement liés aussi à leur environnement. Les supplétifs ne sont pas, pour la plupart d'entre eux, envoyés dans d'autres régions, à la différence des appelés ou des engagés. Ils restent dans leur village, dans leur communauté villageoise, pour une raison très simple. C'était d'abord une raison stratégique, puisque engager ou enrôler ces hommes, c'était aussi bénéficier pour l'armée française d'une connaissance du terrain. Ces hommes connaissent le terrain, donc ils restent finalement dans leur village ou dans les communautés villageoises. Et les relations finalement avec les autres villageois sont assez diverses. Autant pour certains, il y a de la défiance, de la prudence, de la méfiance, mais parfois il y a aussi de la proximité, de la confiance. Certains protègent leur communauté villageoise. Et il y a aussi, dans cette complexité encore une fois de la guerre d'Algérie, des liens, même avec des membres de l'ALN ou du FLN. Combien de familles d'anciens harkis ont un membre de leur famille qui était au FLN ou à l'ALN? Un frère, un père, un neveu. Voilà, il y a aussi cette complexité de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie ou la guerre d'indépendance algérienne n'est pas finalement un conflit entre deux nations. C'est beaucoup plus complexe que cela. Et traiter de la guerre d'Algérie à travers les harkis, c'est revenir aussi sur la complexité de la société algérienne entre 1954 et 1962. Dans la quatrième séquence, nous avons décidé d'aborder la fin de la guerre d'Algérie, l'année 62, avec la démobilisation des formations supplétives ou leur licenciement. Pourquoi utiliser aussi la notion de licenciement au même titre que la notion de démobilisation? C'est parce que les supplétifs et les harkis, proprement dit, sont des civils armés. Ils ont un statut aussi ambigu. Ils n'ont pas le statut de militaire. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes fonctions. Ils combattent, ils sont blessés, ils peuvent mourir au combat bien entendu, mais ils n'ont pas le même statut que des appelés ou des engagés. Ce qui va entraîner finalement le devenir ou qui va expliquer les modalités de leur démobilisation, de leur licenciement en 62. N'étant pas militaires, ils sont renvoyés dans leur foyer. Même si, bien entendu, des mesures sont prises avec le décret du mois de mars 62 qui propose à certains d'entre eux de s'engager dans l'armée ou de recevoir un pécule pendant un certain nombre de mois, le temps de réfléchir à leur devenir, la très grande majorité d'entre eux sont renvoyés dans leur foyer. Pour une raison très simple, c'est qu'ils ne sont pas considérés comme de véritables militaires et après les accords d'Évian et dans la perspective finalement du référendum et de l'indépendance de l'Algérie, ils sont déjà considérés comme des citoyens algériens et non plus comme des citoyens français. Ce qui va avoir comme conséquence principale des représailles massives pour ceux qui resteront sur le territoire algérien de manière assez limitée avant l'indépendance et de manière beaucoup plus importante après l'indépendance, puisque après le 3 juillet 62, l'armée française, l'État français, n'intervient plus dans un territoire qui est dorénavant sous souveraineté algérienne. Un point important à noter, c'est qu'une minorité d'anciens supplétifs va tout de même réussir à venir se réfugier en France. Environ 25 000 sur les 250 000 supplétifs qui auraient été recrutés durant la guerre d'indépendance algérienne, soit 10% du total. 10% viennent en France, 90% des supplétifs restent en Algérie. Sur leur devenir, c'est l'incertitude.
combien ont été tués, point d'interrogation, combien se sont réinsérés dans la société algérienne, point d'interrogation, combien ont été emprisonnés ou internés après l'indépendance, point d'interrogation, c'est encore une histoire à faire. Pour ceux qui réussissent à s'installer en France, à se réfugier en France, entre autres par le biais d'officiers ou de sous-officiers qui vont désobéir aux ordres, de l'armée française bien entendu, qui vont désobéir aux ordres, la plupart d'entre eux transiteront par des camps de transit et de reclassement tels que Rivesaltes, Saint-Maurice-l'Ardoise, le Larzac ou Bourg-Lastic. Dans la dernière séquence, nous avons abordé le sujet de la reconnaissance. Finalement, à partir de l'année 62, les familles d'anciens supplétifs, en tous les cas certaines familles d'anciens supplétifs, vont s'organiser en association pour revendiquer, pour réclamer finalement soit une réparation, soit une reconnaissance. À partir des années 60-70, les modalités d'action finalement de ces associations sont plutôt portées sur, utilisent plutôt des grèves de la faim, des manifestations, de manière à alerter l'opinion publique et les pouvoirs publics sur leur situation, entre autres la situation des familles qui sont restées dans des camps. C'est surtout à partir des années 80 et des années 90 plus particulièrement que commence finalement une véritable politique de reconnaissance du sacrifice, du drame ou de l'implication ou de l'engagement finalement de ces hommes durant la guerre d'Algérie. En 2001, il y a la première journée d'hommage aux harkis qui a été décidée par le président Jacques Chirac. Il va y avoir bien entendu toute une série de mesures à partir de 1986, en 1994, en 2005 et qui a rappelé encore une fois le sacrifice finalement de ces hommes durant la guerre d'Algérie. Le 25 septembre 2016, le président de la République, François Hollande, rappellera dans la cérémonie d'hommage aux harkis, encore une fois, la reconnaissance de l'État français dans le drame des harkis, dans leur engagement, dans les conditions aussi de leur abandon et dans leur vie dramatique aussi dans les camps. Et ça a été un discours qui a été tout de même important pour le groupe social harki et à mon avis aussi pour l'ensemble des acteurs de la guerre d'Algérie. Et cette exposition, d'une certaine manière, elle est aussi dans la continuité de ces discours de reconnaissance d'une histoire liée à une guerre complexe et qui a traversé, encore une fois, je le répète, l'ensemble de la société française et algérienne. L'exposition Paroles aux harkis et expériences combattantes a été élaborée à partir d'une principale source qui est les témoignages oraux. Ces témoignages oraux proviennent d'une campagne de collecte organisée par l'ONAC-VG et ces témoignages sont ensuite versés au service historique de la Défense qui les conserve et permet leur valorisation et leur communication. Notre choix principal a été celui de mettre en valeur l'homme dans ses choix, dans son quotidien, dans parfois ses incertitudes, dans la mémoire qu'il a aujourd'hui de ses expériences, de ce combat, de cette guerre. Et nous souhaitions vraiment le mettre à l'honneur et mettre à l'honneur les témoins à travers leurs paroles. Il y a 15 extraits à partir des thématiques, donc l'engagement, les missions, la vie au quotidien, la démobilisation et à la fin pour la reconnaissance, nous avons choisi des extraits vidéo grâce à le CPAD qui nous a aidés à constituer nos sources vidéo et iconographiques. Et justement, cette iconographie a eu beaucoup d'importance aussi pour nous parce que le son permet de bien se rendre compte de tous ces destins d'hommes, mais il convient de l'illustrer. Et nous avons fait le choix de ne pas tant l'illustrer par des textes, par des archives, mais vraiment par des archives iconographiques. On a essentiellement des paysages et des portraits. Et les paysages, le plus souvent, nous avons essayé aussi de les relier aux témoins eux-mêmes. Donc, quelqu'un qui a vécu à Palestro, par exemple, ou à Nemours, ou qui est passé par le camp de Zeralda,
nous avons aussi reproduit de l'iconographie pour que vraiment le visiteur puisse s'immerger là-dedans. L'exposition se tient à Vincennes. Elle a ouvert le 24 février dernier et fermera ses portes le 17 juillet. Maintenant, il est temps de penser à l'avenir de cette exposition qui aura une forme itinérante avec une vraie vocation pédagogique, notamment pour le public scolaire, des collégiens et des lycéens. Et nous avons également une journée d'études prévue le 6 octobre prochain pour parler toujours du même thème, de l'engagement combattant des forces supplétives.